Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Nadège Irakose. Bonsoir et bienvenue, chers auditeurs de la RPA, au journal de ce mercredi 26 novembre 2025, dont voici le sommaire. Une famille burundaise réfugiée au camp d'Onduta en Tanzanie alerte pour un de ses membres enlevé depuis près de 8 mois. Les femmes de la zone Guisabi en commune Bugendana de la province Gitega s'insurgent contre la mesure prise par le chef de cette zone qui les oblige à être à la maison à 20h. Et dans le mini-magazine au cœur de la société, nous allons nous focaliser sur le phénomène de la fuite des cerveaux au Burundi. Tout de suite, le développement de cette édition. Encore une fois, bienvenue. Ouvrons ce journal par la page réfugiés. Une famille burundaise réfugiée dans le camp de Nduta en Tanzanie lance un appel pressant au sujet de l'un de ses membres enlevés depuis près de 8 mois. Selon cette famille, l'homme avait été arrêté après avoir été accusé de vol de matériel appartenant à l'hôpital de MSF Nduta. Pourtant, jusqu'à ce jour, la famille n'a aucune information sur son sort et le motif précis de sa détention. Reportage de David Claude Mbananayo. Le citoyen concerné répondant au nom d'Oman Irakiza Nestor, un l'un des réfugiés burundais vivant dans le camp d'Onduta. Nestor Manirakiza a été enlevé dans la nuit du mardi au mercredi 9 janvier de cette année. Selon les informations confirmées, 2 véhicules sont arrivés à cette nuit-là, l'un en vitre teintée et l'autre appartenant à la police. Les occupants de ces véhicules étaient armés et dissimulaient leur identité. Ils ont forcé la porte de la maison avant d'y pénétrer. D'après les mêmes sources, une fois à l'intérieur, ils l'ont saisi, roué de coups, puis lui ont passé les menottes et lui ont bandé les yeux avant de le jeter à l'arrière de l'un des véhicules. Depuis ce moment, aucune autre nouvelle n'a filtré. Nous avons cherché dans plusieurs prisons de la région de Kigoma, mais nous ne l'avons pas trouvé. Cela fait maintenant plus de 230 jours que nous ignorons où il se trouve. Pendant qu'il passait à tabac, ses ravisseurs l'ont accusé d'avoir volé du matériel appartenant à l'hôpital MSF Nduta. Cette accusation a profondément choqué sa famille qui ne comprend pas comment quelqu'un peut être violemment agressé pour un tel motif sans même être entendu ni interrogé alors que l'organisation en question n'a jamais porté plainte ni formulé la moindre accusation officielle contre lui. Des informations provenant de personnes proches de la famille de Nestor Manirakiza indiquent que son enlèvement serait lié au fait qu'il exprimait ouvertement ses opinions lors des réunions organisées par les responsables du camp concernant les conditions de vie des réfugiés burundais en Nduta. Par ailleurs, des sources de la RPA proches de la grande prison de l'État située dans la région de Tabora, connue sous le nom de Gereza Kula Uyu, ainsi que certains détenus burundais qui y sont incarcérés, affirme que Nestor Manirakiza y est emprisonné. Il aurait été informé qu'il ne serait libéré qu'à la fermeture du camp d'Onduta, prévue dans le cadre du programme de rapatriement forcé des réfugiés burundais, soit le 31 mars 2026. La rédaction de la RPA n'a pas pu joindre le chargé de la communication au sein du HCR, Bahia Eger, ni le coordinateur des programmes de l'hôpital MSF d'Onduta afin d'obtenir leur réaction à l'arrestation de Nestor Manirakiza. Merci David Claude Mbananayo. En page sécurité, un habitant de la commune Ngozi, province Butanyerera, est mort ce lundi. Selon des sources sur place, la victime se serait suicidée. Les conflits familiaux seraient à l'origine de ce suicide. Danny Claire Ilatkumba nous donne plus de détails.
Un homme de 64 ans nommé Matindarahe de Jonas, habitant de la zone Rukecho, commune Ngodi, en province de Butanyirira, s'est donné la mort dans la nuit d'hier. Selon les témoignages recueillis, il se serait suicidé après avoir incendié les vêtements de sa femme, Mundabanyanga Glorieuse, ainsi que ceux de leurs enfants. Un habitant de la localité qui s'est confié à la RPA raconte les faits. Avant de se donner la mort, cet homme a d'abord pris les vêtements de sa femme glorieuse et donné les enfants et les a brûlés. Après les avoir incendiés, il s'est ensuite pendu dans le salon de la maison. Ce témoin poursuit en indiquant qu'au matin de ce mercredi, le chef de zone s'est rendu sur place accompagné des forces de l'ordre. Écoutons-les. Au petit matin, le médecin, la police ainsi que le chef de zone sont arrivés sur place. Le corps a été décroché et ils attendaient pour procéder à son enterrement. Le chef de zone Rukecho, dans la commune Ngodi, province de Butanyirira, s'est rendu sur les lieux. Il a profité de l'occasion pour rappeler la population locale à s'habituer à exprimer leurs difficultés et préoccupations, estimant que garder le silence face aux problèmes peut mener au suicide. Merci Dani-Claire. Ilatkoumba, les femmes de la zone Gwisabi en commune Bugendana de la province Gitega s'insurgent contre une mesure prise par le chef de cette zone selon laquelle toute femme doit obligatoirement être à la maison à 20 heures. Elles demandent que ces actes de violence et d'atteinte à leurs droits dont elles sont victimes cessent et que leur liberté soit respectée. Le point avec Digne Karondo. La mesure imposant que les femmes soient rentrées chez elles après 20 heures, ignorant les raisons de sa prise selon nos sources, a été instaurée par le chef de zone Floribert Habumukiza. Nous, les femmes de la zone Gwisabi, commune Bugendana, sommes profondément attristées et indignées par le comportement de notre chef de zone Habumukiza Floribert. Nous dénonçons les abus qu'il exerce à notre égard, notamment l'interdiction faite à toute personne de rentrer chez elle après 20 heures. Une femme, surprise dehors avant d'être arrivée chez elle, se voit infliger une amende de 30 000 francs, raconte notre source. C'est ainsi que lorsque quelqu'un dépasse 7 heures sans être chez soi, il se voit immédiatement infliger une amende. Nous pouvons citer l'exemple d'une enseignante du nom de Josiane qui a récemment dû payer 30 000 francs beaux parce qu'elle était rentrée après 20 heures. Alors que le pays est en sécurité, chacun devrait pouvoir circuler librement à l'heure qu'il souhaite. Les femmes concernées demandent donc que leurs droits soient respectés ou que cette mesure soit mentionnée dans les textes officiels. Nous demandons donc que si cette mesure est réellement une loi adoptée au niveau national, elle soit publiée dans les textes officiels. Ainsi, nous pourrions savoir s'il s'agit effectivement d'une infraction reconnue et connaître les amendes qui y sont liées. Contacté par la RPA, le chef de zone Gwisabi, Floribert Habumukiza, ne nie pas avoir pris cette décision, mais il n'a pas voulu en expliquer les raisons. Plutôt, il nous a renvoyé vers les personnes qui nous avaient fourni l'information. Merci Digne. Karondo, passons à la page justice. À l'occasion du 4e anniversaire de la Cour de justice de l'EAC, déterminant définitivement que le 3e mandat de feu Pierre Nkurunziza était illégal, 19 organisations des défenseurs des droits humains ont sorti une déclaration aujourd'hui pour demander l'implémentation de cette décision de la Cour de l'EAC. Maître Armel Niyongere, président de la CAT Burundi, indique que la décision de cette Cour est la clé pour tous les problèmes du Burundi et demande aux garants des accords d'Arusha de tout faire pour que cette décision de la Cour soit mise en application. Je vous propose de l'écouter. Au fait, aujourd'hui, comme vous l'avez constaté, nous venons de publier une déclaration où nous demandons la mise en application de l'arrêt et de la Cour de l'EAC et qui identifie clairement les causes structurelles de la crise burundaise, notamment la violation de la Constitution et de l'accord d'Arusha de 2015. Et nous disons qu'on n'est pas appliqué cette décision de la Cour de l'EAC, c'est maintenir le pays dans un cycle de répression, de pauvreté extrême et d'absence de débat démocratique. Nous demandons donc aux garants de l'accord d'Arusha et aux partenaires du Burundi de jouer leur rôle et surtout l'application de l'arrêt. Et il faut savoir que l'application de l'arrêt
n'est pas un geste symbolique, mais c'est la clé pour rétablir la confiance, ouvrir l'espace civique, permettre le retour des réfugiés engagés de véritables réformes institutionnelles comme la dépolitisation des forces de sécurité, la réouverture des médias et des organisations radiées ou encore la libération des détenus politiques. Et vous savez qu'il y a encore des défenseurs, journalistes, politiciens qui sont encore sous mandat d'arrêt, soi-disant pour vouloir renverser les institutions en 2015. Mais après la décision de la Cour de la Communauté de l'Afrique de l'Est, tous ces mandats poursuites devraient être annulés. Et c'est pour cela que nous demandons au gouvernement burundais de mettre en application l'arrêt de la Cour de la EAC pour rétablir la paix et la sécurité au Burundi. C'était Maître Armel Nyongere, président de la CAT Burundi. Après une courte pause, c'est la page gouvernance. Les familles vivant à proximité de l'usine de ciment Buseko située sur la colline Karurama, zone et commune Chibitoke de la province de Bujumbura, continuent de lancer un appel aux autorités du pays afin de sauver leur vie menacée par cette usine. 9 ans déjà qu'elle réclame une solution en vain, malgré les promesses répétées de plusieurs autorités. Inès Gakiza. Notre vie est un calvaire. Nous ne pouvons ni nous asseoir, ni sécher nos linges dehors ou ouvrir les fenêtres de nos maisons. Nous mangeons et buvons des poussières d'eau ciment. Nous dormons dans le ciment. Nous respirons des fumées, vapeurs et gaz. Nos maisons sont sur le point de s'effondrer à cause de fortes vibrations des machines de l'usine. Plus de 300 familles vivent dans ces conditions depuis 2016. Ces habitants, affectés par les conséquences de cet environnement, notamment sur leur santé, ont multiplié les appels à l'aide et se sont adressés à toutes les autorités, depuis le gouverneur de leur ancienne province Chibitoke jusqu'au chef de l'État. Le défunt président Pierre Nkurunziza avait entendu leur appel et mis en place une commission dirigée par son deuxième vice-président Joseph Butore. Cette commission avait confirmé que les plaintes de la population étaient fondées et avait décidé de procéder à leur délocalisation en concertation avec les habitants sur les modalités pratiques. C'était en 2020, mais Pierre Nkurunziza a quitté le pouvoir avant que la décision ne soit mise en œuvre. Son successeur, le président Evariste Ndayishimiye, a été saisi de cette question dès son arrivée au pouvoir la même année lors de sa visite dans cette province pour leur présenter le nouveau gouverneur. Le président Ndayishimiye avait alors répondu aux habitants qu'il connaissait déjà le dossier et leur avait annoncé que c'est l'usine Buseko qui sera délocalisée. 5 ans plus tard, aucune suite n'a été donnée à cette déclaration du chef de l'État. Le mois dernier, en octobre, ces habitants se sont de nouveau adressés à leur gouverneur, représentant du président de la province, pour demander à être protégés. Ils ont également saisi la Commission nationale indépendante des droits de l'homme en expliquant que l'usine Buseko porte atteinte à leur droit à la vie, tandis que les autorités restent passives. Comment l'usine Buseko et cette population se sont retrouvés voisins proches? Nous y reviendrons dans nos éditions de demain. Merci Inès Gakiza. Le Burundi possède une diversité importante de ressources minérales avec un grand nombre de sites miniers répartis à travers le territoire national. Certains de ces sites sont déjà exploités, tandis que d'autres demeurent inactifs. Par ailleurs, le nombre total de ces sites varie selon les sources consultées. Clovis Nyondima nous livre les détails. Le gouvernement du Burundi affirme qu'il existe plus de 260 sites miniers dans le pays. Parmi eux, environ 166 sont réellement exploités, principalement par les petites mines artisanales. Le président, lui, indique que 247 sites sont exploités, en incluant aussi les mines autorisées, semi-industrielles ou en développement. Cette différence s'explique par le fait que certains sites ont été vérifiés sur le terrain, tandis que d'autres sont seulement officiellement autorisés, ce qui signifie que certaines mines ne sont pas encore pleinement exploitées. Ces sites contiennent des minéraux très variés,
allant de l'or et du coltan aux terres rares. En 2022, on comptait environ 166 sites d'exploitation artisanale. Parmi eux, 130 concernent l'or et 36 concernent les minéraux appelés 3T, à savoir le coltan, cassitérite et wolframite. Parmi les sites les plus connus, on peut citer Gakara, situé dans la province de Bujumbura. Kabarole, dans la province de Kayanza, est exploité pour le coltan et la cassitérite par les entreprises locales. Murehe dans la province de Kirundo et Kadiridiri dans la commune de Busiga. D'autres sites comme Kivuvu se trouvent à Kayanza, se trouvant dans la province de Butanyerera, sont en cours de développement pour devenir des exploitations industrielles. Il y a aussi Mabayi et Muhwazi où l'on trouve de l'or en exploration. Dans la province de Gitega, on y trouve les sites de Mukanda, Waga et Nyabikere. Et enfin, la tourbe est exploitée dans les sites comme Matana dans la province de Burunga. Le Burundi possède donc une grande diversité de minéraux. L'or est présent dans plusieurs régions comme Muyinga et Chibitoke, tandis que le coltan et la cassitérite sont exploités dans les provinces du nord du pays. Et les terres rares sont concentrées à Gakara. Le nickel et le vanadium se trouvent surtout dans certains sites en exploration. Merci Clovis Nyonzima. Dernier dossier de ce journal avec le mini-magazine au cœur de la société. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous nous penchons sur le phénomène de la fuite des cerveaux au Burundi, où de nombreux Burundais qui partent à l'étranger pour poursuivre leurs études supérieures ne reviennent plus. Au cœur de la société, un magazine présenté par Bonfils Nyongere. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba, Agatekakawe, Radio RPA, Idouya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Chaque année, un nombre croissant d'enseignants burundais quittent les salles de classe pour tenter leur chance au-delà des frontières burundaises. Faible salaire, coût de vie devenu insoutenable, conditions de travail éprouvantes, les raisons de cet exode massif s'accumulent et révèlent un profond malaise au sein du secteur éducatif. Une interrogation demeure. Jusqu'où ira cette fuite des enseignants? Et quelles seront les conséquences pour l'avenir du pays? Autant de questions auxquelles nous tenterons de répondre dans notre magazine au cœur de la société de ce mercredi 26 novembre qui vous est présenté par Bonfils Nyongere. Bienvenue. Les enseignants burundais quittent en grand nombre leur métier pour aller chercher ailleurs où l'herbe est encore verte. Certains parmi eux indiquent que des salaires insignifiants, le manque de carburant qui occasionne la hausse des prix de transport, les loyers qui grimpent chaque mois ainsi que des denrées alimentaires devenues trop chères sont certains des critères qui poussent ces enseignants à s'exiler loin de chez eux dans l'espoir de faire vivre décemment leur famille. Les détails avec Désiré Hatungiman. Ces enseignants partent au Qatar et aux Émirats Arabes Unis pour les hommes et les femmes préfèrent aller à Oman et en Arabie Saoudite comme ils nous l'ont indiqué, où ils font des travaux différents de ceux qu'ils ont appris mais avec un bon salaire. Ces enseignants qui se trouvent à Dubaï indiquent que dans la société où ils travaillent se trouvent 6400 Burundais et que c'est la même chose dans plusieurs sociétés dans ce pays. Il indique que la seule raison qui l'a poussé à quitter son pays est qu'il ne parvenait plus à faire vivre sa famille. Il remercie Dieu car la situation a actuellement changé. Cela s'explique par la vie qui est devenue plus chère dans notre pays. Le salaire n'est plus proportionnel aux dépenses. Supposons à licencier au métier, il touche environ 420 000. C'est autour de $50. Parmi les 420, il était un simple loyer de 200 000, un sac de charbon coûte 90 000. Qu'est-ce qui restait sans dire le déplacement des enfants, les frais scolaires des enfants? Pour trouver de quoi à manger, c'est très difficile, presque impossible. Mais à Dubaï, il est difficile de trouver du travail de votre niveau. Mais un simple aide-maçon touche environ 2,6 millions par mois, environ $400. Avec garantie de loyer, assurance et déplacement vers le lieu de travail. Cet enseignant demande quant à lui au gouvernement burundais de revoir le traitement réservé aux fonctionnaires de l'État
À défaut, tous qui le peuvent quitteront le pays qui est devenu aujourd'hui invivable. C'est totalement difficile de travailler à l'aise, de travailler comme il faut et de être stable au service si on n'a pas de ratio à la maison, si on ne peut pas satisfaire les besoins familiaux. L'État vraiment devrait en tenir compte pour stabiliser les fonctionnaires et aussi honorer ces fonctionnaires. Parce qu'un fonctionnaire qui n'a pas le droit de vivre, c'est une honte, c'est une humiliation. Ces enseignants quittent le pays en masse alors que le manque d'enseignants s'observe dans tout le pays. Cette année scolaire 2025-2026, l'État a promis d'engager 2000 enseignants, mais les besoins selon les syndicats des enseignants s'évaluent à plus de 10 000 enseignants. Il est regrettable de constater que des fonctionnaires en arrivent à prendre la décision de quitter leur emploi pour partir à l'étranger à la recherche d'une vie qui serait tout au moins meilleure. Le phénomène qui s'observe particulièrement chez les enseignants en cette période, lesquels laissent derrière eux leur famille, c'est une décision difficile motivée par le découragement dû aux mauvaises conditions de travail et au salaire dérisoire. C'est ce qu'affirme Elaline Ibizi, ancienne présidente du syndicat des enseignants et militante des droits humains. Nous constatons ces derniers jours un exode des enseignants, et même des autres fonctionnaires, mais spécialement pour le secteur de l'enseignement. L'impact est très grave parce qu'il est difficile de remplacer un enseignant sitôt que le départ est constaté. Sitôt que le départ est constaté, il est vrai, ils vont procéder au recrutement d'un nouvel enseignant, mais dans la plupart des cas, il y a les difficultés de remplacer de manière efficace un départ. Car l'enseignant qui part, c'est souvent un enseignant expérimenté qui a déjà fait de l'expérience dans l'enseignement et dont le rythme de travail est déjà adopté et qui a déjà reçu quelquefois un certain recyclage et qui est souvent à l'aise dans son secteur. Il est donc difficile de remplacer son expérience. On peut remplacer on peut remplacer un ancien enseignant par quelqu'un qui a un diplôme équivalent, mais il est difficile de le remplacer avec quelqu'un qui a des compétences de même équivalence, ou de même ancienneté, de moins qu'il y a même carence d'enseignants dans nos écoles. Il y a donc un grand vide qui va se créer à l'école. Il y a un grand vide qui va se créer chez les enfants. Ils vont perdre du temps alors que l'année scolaire n'est pas extensible. Il est vrai que pour des directeurs qui savent bien gérer les écoles, ils font remplacer ces enseignants ils peuvent occuper ces heures par d'autres professeurs et qui vont accélérer leur programme afin de compenser un départ, mais pour amener un nouveau professeur qui, lui, ne pourra pas s'adapter de manière efficace. Elaline Ibizi rappelle au gouvernement qu'il doit se pencher sur la situation des enseignants car il subit de lourdes pertes lorsqu'un enseignant s'en va. Il n'est pas facile de le remplacer et même en cas de remplacement, il est rare de trouver quelqu'un ayant l'expérience de celui qui est parti. Pour éviter la fuite de cerveau, cette hémorragie que nous constatons au niveau du ministère de l'Éducation, c'est simple. Il faut que le gouvernement du Burundi accepte le dialogue. Il faut qu'il accepte le dialogue avec les enseignants, avec les représentants syndicaux, mais aussi de tous les secteurs, parce que c'est pas seulement le secteur de l'enseignement, même si c'est le plus touché et le plus sensible. Et il faut que le gouvernement du Burundi s'asseye avec les représentants syndicaux et analyse d'une manière lucide, sans se voiler la face, analyse les causes de la faible rémunération des enseignants et des autres secteurs, le faible niveau de rémunération au Burundi. Ils cherchent des moyens pour compenser tous ces vides-là. La manière de compenser, c'est au niveau de la gouvernance. Il faut que le gouvernement du Burundi puisse revoir la question de la gouvernance au niveau de la gouvernance financière, la gouvernance aussi des salaires, mais surtout la répartition du budget de l'État. Il faut que le budget de l'État soit réparti de manière équitable et conformément aux besoins, mais aussi aux revenus
éviter que les décideurs, les hauts gradés, reçoivent un salaire très éloigné qui est dans la différence, fait endosser des disparités énormes entre le salaire le plus bas, le salaire moyen et le salaire le plus élevé. Il faut qu'ils puissent observer une certaine équité salariale, un certain équilibre. L'exode des enseignants burundais révèle une urgence sociale trop longtemps ignorée entre salaires insuffisants, conditions de vie difficiles et découragement profond. Beaucoup n'entrevoient d'avenir qu'en dehors du pays. Face à cette fuite de compétences, l'heure est à l'action. Seule une réponse concrète et durable permettra de préserver l'éducation et l'avenir des générations futures. Et voilà, c'est sur cette note que nous terminons notre magazine au cœur de la société d'aujourd'hui. Rendez-vous mercredi prochain pour un autre numéro. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société. Merci bon fils Nyongere. Et voilà, c'est ici que prend fin le journal de ce mercredi 26 novembre 2025. Merci de votre attention. Merci également à toute l'équipe rédactionnelle et technique. Bonne soirée à tous.